Rencontre avec une pianiste au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Aline Piboul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour avoir accepté cette interview après ce concert de la veille en fait. C'est ça. À l'Opéra Garnier. Pour Pâques. Pour Pâques, un joli cadeau de Pâques pour cette résurrection. Voilà, la résurrection d'œuvres françaises méconnues. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que ce répertoire était un choix de votre part ou est-ce que c'était par rapport à la programmation du festival où vous avez été guidé justement pour faire découvrir ces œuvres de compositeurs moins, on va dire, populaires? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans ma pratique habituelle, j'adore dénicher des choses peu connues. Je passe des heures sur Internet, sur YouTube, sur des bibliothèques en ligne pour voilà, dénicher des nouvelles choses parce que j'adore faire découvrir au public des choses qu'il ne connaît pas. Et je pense que Marc, connaissant cette partie de mon travail, il m'a téléphoné pour me proposer ce programme. D'accord. Voilà, il connaissait mon attirance vrai pour la musique française, pour les musiques méconnues, les musiques oubliées, mises de côté, qui pourtant sont fort intéressantes. Mais voilà, c'est des compositeurs qui ont été très importants à leur époque, mais qu'on a mis de côté parce que finalement l'histoire a fait un peu le tri et qu'il nous reste Debussy, Ravel, Fauré. Voilà, les autres sont restés dans l'ombre. Vous arrivez à l'expliquer? Pourquoi? Peut-être parce que pour certaines des musiques que j'ai jouées hier, je dirais que certaines ne sont pas des chefs-d'œuvre absolus dans le sens où, quand on les travaille, on peut y déceler peut-être quelques failles, quelques longueurs, qui font que voilà que l'œuvre n'est pas parfaite comme peuvent l'être des œuvres de Debussy. Quand je pense à l'Île Joyeuse ou Debussy quand il écrit La Mer, on se dit tout est parfait, il n'y a rien à changer. Là, ce sont des pièces où on se dit, bah tiens, oui, parfois il peut y avoir quelques petites mesures, on se dit, bon, on ne sait pas trop où il va. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a fait un peu le tri, mais c'est très dommage parce que ce sont des œuvres qui ont des qualités absolument immenses. Et pour moi, dans ce programme, il y a particulièrement une œuvre qui est absolument fascinante et qui, pour moi, est un chef-d'œuvre et qui n'a aucune longueur, c'est Les Clairs de Lune d'Abel Decaux. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible que cette œuvre ne fasse pas partie du grand répertoire, comme on dit, le grand répertoire, enfin, c'est celui qu'on joue régulièrement. C'est un compositeur dont les musicologues disent que c'était le Schoenberg français, c'est-à-dire qu'une dizaine d'années avant le Pierrot lunaire de Schoenberg, Abel Decaux a écrit une musique dodécaphonique absolument hallucinante, extrêmement évocatrice. Et puis pleine de silence aussi, enfin, voilà, pour moi qui me font penser à du cinéma ou à des œuvres picturales, du romantisme noir. Enfin, voilà, des œuvres fascinantes et pour le coup, celles-ci, pour moi, ce sont vraiment 4 chefs-d'œuvre absolus, les 4 clairs de lune. 4 clairs de lune, et puis on a voyagé aussi dans la mer, je crois, aussi, au début. Justement, dans les clairs de lune, oui, alors c'est ça. Au début, j'ai joué donc Samazeuil, ça s'appelle Le Chant de la mer, et j'ai joué le deuxième mouvement qui s'appelle Le clair de lune au large. Donc en plus, ça va tout à fait bien avec Monaco, avec l'opéra qui donne sur la mer, là, quand les rideaux s'ouvrent, qu'on voit l'immensité. C'est absolument extraordinaire. Donc enfin, je trouve que c'est un programme très adapté au lieu. Et après, il y a La Mer dans les 4 clairs de lune d'Abel Decaux. Le dernier s'appelle La Mer. Et ce qui est fou, c'est que c'est une œuvre qui a été écrite au même moment que Debussy écrivait La Mer. D'accord. Donc moi, je me pose toujours... Voilà, et je me pose quand même toujours la question de est-ce qu'ils se sont rencontrés, est-ce qu'ils en ont parlé, est-ce que voilà, mais en tout cas, on a 2 mers qui sont différentes, d'éclairages différents. Debussy, La Mer, c'est une œuvre, voilà, ça commence par de l'aube à midi, donc on est dans la lumière absolue. Là, La Mer de Decaux, c'est plutôt une mer en noir et blanc, de la nuit, voilà, qui est plutôt flippante, quoi, plutôt angoissante. Et en même temps, ce sont des œuvres qui amènent à la respiration. Je pense que justement, vous disiez que ça s'inscrivait vraiment au lieu, mais je pense aussi, pour l'avoir écouté, que ça s'inscrit vraiment dans le temps qu'on est en train de vivre actuellement, justement, où cette légèreté, cette respiration aussi, nous avait amené voyager tout en restant
dans nos fauteuils, très, très loin. C'est ça, parce que c'est vraiment des musiques oui, très évocatrices qui ressemblent, pour moi c'est des sortes de tableaux, ouais. C'est-à-dire que même les pièces de Pierre-Octave Ferroux, par exemple, les types, ça ce sont des croquis, des caricatures. On peut tout à fait s'imaginer au temps voilà, des années 20 en France. Et donc, voilà, il y a écrit 3 types. Le vieux beau, qu'on imagine tout à fait se pavanant sur la croisette. On a la bourgeoise de qualité, avec des grands éclats de rire. Voilà. Et puis le businessman qui ne s'arrête absolument jamais. Voilà. Ça, pour le coup, je l'ai pas joué hier. Il est sur le disque parce qu'il fallait raccourcir un peu les programmes pour que tout le monde puisse rentrer en France pour le couvre-feu. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai pas pu jouer cette année, mais qui est géniale parce que c'est vraiment voilà des caricatures de personnages et je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. C'est un voyage quoi, c'est un voyage dans le temps. Et vous nous avez fait un beau cadeau aussi avec ce bis de Lily Boulanger. Exactement. Qui est un répertoire qu'on on a vraiment rarement l'occasion d'entendre. Oui, oui. En fait, elle est un peu plus connue pour ses œuvres vocales. Elle a beaucoup écrit pour la voix, pour piano, elle a très très peu écrit. Et donc il y a ces 3 petites pièces. Donc là, effectivement, j'ai joué la deuxième pièce. Lily Boulanger, je veux dire, le problème, c'est qu'elle est morte extrêmement jeune, à 25 ans. Elle est morte à quelques jours près, pareil que Claude Debussy. Et c'était une personne absolument formidable. C'est la première femme à avoir eu le Grand Prix de Rome, donc je veux dire, c'est totalement historique. Et puis c'est quand même une époque où c'était très compliqué pour les femmes de faire de la musique, de faire des études supérieures. On avait déjà eu il y a une autre compositrice qu'on est en train de redécouvrir qui s'appelle Mel Bonis, que j'aime énormément et dont je joue pas mal d'œuvres. Elle, pour le coup, elle a vraiment dû lutter contre les préjugés, lutter contre sa famille pour avoir accès au conservatoire. Et elle a d'ailleurs été dans la classe de Claude Debussy. Ils ont été étudiants ensemble. Et après, Mel Bonis, c'est une histoire de dingue parce que finalement, elle a été mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. L'homme dont elle était amoureuse, elle n'a pas eu le droit de se marier avec lui parce qu'il ne faisait pas partie de la même classe sociale. Bref, après, elle s'est arrêtée de composer parce qu'elle a eu des enfants et qu'il fallait s'en occuper. Et puis après, elle s'est remise à composer. Lily Boulanger, c'est un autre destin, c'est tragique. Parce qu'elle est morte très tôt d'une tuberculose intestinale. Donc elle savait très jeune que de toute façon elle n'aurait pas une vie très longue, mais elle n'a pas eu à lutter contre sa famille puisque son père lui-même était musicien, compositeur, sa sœur aussi qui pour le coup a eu une très très longue vie de pianiste, de pédagogue. Voilà. Et donc voilà, elle n'a pas eu à lutter pour écrire la musique, mais par contre, malheureusement, elle est partie beaucoup trop jeune. Alors justement, ce travail de vos doigts qui sont très, très souples avec cette dextérité, à un moment donné, vous étiez comme ça. Je pense que moi, je suis incapable de le faire. Ça se travaille. Ça se travaille. Voilà, justement, comment ça se travaille? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de secret. C'est-à-dire que comme tout apprentissage, finalement, ça marche par la répétition. On sait grâce aux neuroscientifiques qu'en fait, quand on apprend quelque chose, le fait de répéter fait qu'il y a des connexions qui se font entre les neurones et que plus l'acte est répété, meilleure est la connexion finalement. Donc en fait, tout basiquement, faut beaucoup travailler, il faut être concentré quand on travaille, ça sert à rien de penser à 1000 autres choses parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, et puis il y a des techniques de travail aussi, on n'en parle pas tant que ça finalement, mais je veux dire, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On sait que si on répète 15 fois la même chose avec une faute, en se disant oui, on verra plus tard, l'inconscient enregistre absolument tout, donc si on répète 15 fois la même chose, le cerveau se dit bon, c'est ça la vérité, donc on intègre une mauvaise chose, donc faut être au fond extrêmement exigeant quand on travaille pour pas avoir pour pas faire quelque chose de mauvais, pour avoir à le défaire après, parce que défaire une mauvaise habitude, finalement, ça prend un temps fou, voilà, c'est une perte de temps. Donc, comment on travaille la dextérité? Voilà, c'est la répétition, voilà, les étapes de travail, ne pas griller d'étapes, c'est-à-dire voilà, travailler vraiment lentement, parce que le corps a besoin de... Je veux dire, c'est pas effectivement qu'une histoire de cerveau, quoi. C'est une histoire de réflexion. C'est une histoire que le corps a une mémoire
et qu'il faut imprimer les choses. Il y a la mémoire kinesthésique, la proprioception, voilà, le fait de connaître les intervalles, tout ça. C'est comme quand... en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai un petit garçon d'Orient qui a bientôt 3 ans, et ça me fascine de le voir apprendre les choses, c'est-à-dire de voir quand le bébé commence à se mettre assis, quand il se retourne, quand il commence à apprendre à marcher, quand il commence à parler aussi, et de voir les enfants apprendre. On voit que c'est quelque chose de vital. C'est-à-dire que le bébé, à un moment, il veut se retourner. On sait que ça se passe entre tel mois et tel mois de sa vie, voilà, qu'il apprend ça. Entre tel mois et tel mois, il apprend à marcher, voilà. Et on voit que l'enfant, il le fait, et puis il se casse la figure, et il refait, il se casse la figure. Mais voilà, et il y a une force vitale qui est absolument exceptionnelle. Et en fait, je pense que nous, il faut qu'on retrouve ça, en fait, quand on apprend d'être... je dirais pas hargneux parce que c'est un peu péjoratif comme terme, mais d'avoir voilà, cette volonté de faire, de refaire, de refaire et tout ça. Parce que ça et donc, ça se perd si par exemple pendant 15 jours vous ne jouez pas, alors, se perd, je suis à un certain niveau qui fait que si je m'arrête 15 jours, je ne le sens pas. Je me remets au piano et c'est bon. Par contre, effectivement, là, ça faisait 5 mois que je n'étais pas montée sur scène, donc j'avais quand même beaucoup moins travaillé parce que je travaille quand même quand j'ai des projets, mais là, du coup, tout était un peu à l'arrêt. Donc voilà. Et là, quand je m'y suis remise, j'ai un peu senti quand même que voilà, qu'il me fallait quand même, je dirais quelques jours, c'est pas énorme, hein, mais quelques jours pour ressentir mes sensations connues, quoi. Voilà. Et donc hier, c'était la première fois depuis Ouais, depuis 5 mois. Ah oui, que vous étiez sur scène, donc j'imagine que ça... Oui, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose, c'est à la fois très stressant parce qu'on se demande si on va y arriver, en fait, voilà. Et à la fois, c'est un tel bonheur, quoi, parce que, comment dire... En fait, il y a plusieurs types de musiciens. Je connais des gens qui travaillent, quoi qu'il se passe, ils travaillent tous les jours, tant d'heures, et voilà, de façon très carrée, quoi, voilà. Moi, je sais que si j'ai pas un concert là à préparer, au fond, moins motivé. Mais 1000 fois moins motivé, en fait. Je veux dire, jouer pour moi chez moi, au fond, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partager avec le public. Donc, si j'ai pas la carotte, on va dire, de rencontrer le public, je dépéris un peu quand même. Et en même temps, ça se comprend tout à fait ce que vous dites, parce que vous avez dégagé énormément de sensibilité à travers votre manière de jouer. C'était très apaisant et en même temps mélangé avec cette puissance où on maîtrise extraordinairement. Vous avez parlé d'un CD, vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est le disque de ce programme, en fait. Donc ce programme concocté par Marc Monet, le directeur artistique du Printemps des Arts. Et donc il fait partie de la collection voilà, du label du festival. Et donc voilà, c'est un programme de musique française rare. Voilà, rare au disque, rare au concert. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en concert, il n'y a quasiment personne qui joue ça, et puis depuis des années. Et au disque, il y a des pianistes comme Marie-Catherine Giraud, qui avait enregistré certaines de ses pièces, pas toutes, mais je crois qu'elle avait enregistré Le Chant de la Mer et puis les types de Ferrou. Mais c'est des enregistrements qui commençaient à dater, et depuis, personne s'était... attelé finalement voilà, à ce répertoire. Il y a les Clairs de Lune qui ont été enregistrés par Hamelin, pianiste canadien, voilà, par quelques autres, mais très très peu. C'est-à-dire que chacune de ces œuvres a été enregistrée moins de 5 fois, je dirais, au disque, ce qui est rien du tout quand on compare aux 32 sonates de Beethoven. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et par rapport à votre instrument, comment vous avez été attiré par cet instrument? C'est l'instrument, c'est la musique, c'est une famille de musiciens, quel est votre parcours pour arriver là? Alors, mon grand-père était musicien, il était violoniste et enseignait la musique en fait en lycée, au collège-lycée. Et il avait fondé, je crois, l'orchestre du lycée, le chœur. Donc en fait, tous les gamins de tous les milieux sociaux allaient à la chorale voilà, de mon grand-père qui s'appelait Charles Tate. Et voilà, et je sais qu'il a déclenché beaucoup de vocations en fait. J'ai pas mal de ses élèves qui sont devenus après profs de musique ou musiciens. Voilà. Il enseignait aussi au conservatoire l'écriture, le contrepoint.
Et donc moi j'ai vécu voilà, avec cette image de mon grand-père que j'adorais, enfin c'était quelqu'un d'immensément gentil en plus et de passionné. Et donc je pense qu'en fait on devait pas mal écouter de musique et qu'avant même de commencer, je faisais des rêves. Donc quand j'avais, je pense, 5 ans, 6 ans, et je m'en souviens encore, et ces rêves, c'était que j'étais pianiste et que je faisais des concerts. Donc avant même de jouer du piano, finalement, c'était vraiment une vocation. Voilà. Et pourtant, à la maison, on n'avait pas de piano. Chez mon grand-père, il y avait un petit orgue. Et puis, donc, il se mettait souvent à l'orgue, voilà, il nous a écouté pas mal les symphonies de Beethoven. Et puis, il y avait le quatuor à cordes, voilà, il y avait parce que ma grand-mère était son ancienne élève en violon, donc ils s'étaient rencontrés comme ça, c'était son prof. Et donc, ils avaient leurs 2 violons, alto, violoncelle, voilà, sur le meuble. Voilà, donc j'ai grandi avec cette image-là. Ma mère avait fait un peu de flûte quand elle était jeune et de guitare, mon père avait fait un petit peu de piano. Voilà, donc mes parents ont toujours été archi ravis voilà, que je fasse de la musique. Et vous enseignez maintenant aussi ? Voilà, alors j'enseigne, j'ai deux parts, on va dire. Voilà, je transmets finalement aux élèves en étant accompagnatrice, c'est-à-dire que je joue avec tous les gamins qui sont au fond pas pianistes. Donc je leur transmets en jouant avec eux, ce qui moi me plaît énormément. Et puis j'enseigne la musique de chambre au CRR de Paris. Donc là, je leur apprends à jouer ensemble, à s'écouter, à se regarder, à choisir une interprétation commune aussi. Voilà, c'est pas chacun pour soi. Et puis, je leur fais découvrir des répertoires qu'ils connaissent peu, puisque moi-même j'adore ça. Donc là, voilà, on a travaillé du Jacques Ibert, du Mel Bonis, et puis je leur fais jouer voilà, des grands classiques, entre guillemets, mais de la musique française du XXe siècle, donc Debussy, Dutilleux. Voilà. On pourrait dire que vous êtes une artiste engagée, entre guillemets, pour faire la découverte de... Ouais. Pour le coup, oui, ça, je pense que je suis engagée. En tant que pianiste, voilà. En tant que découverte de nouveaux répertoires. Ouais. Et pas puis, de répertoires peu connus. Peu connus, voilà, c'est ça. J'ai fait beaucoup de créations contemporaines aussi. Et je continue de jouer de la musique contemporaine, peut-être un peu moins qu'à une époque. Mais à une époque, je me disais vraiment que en France, on a une chance folle puisque toutes nos études sont payées par nos concitoyens finalement. Et donc on a voilà, cet accès à la culture. Et je me disais, il faut que moi je m'engage aussi à diffuser les œuvres de mes copains et concitoyens compositeurs qui ont besoin d'instrumentistes pour que le public connaisse leurs œuvres. Donc pendant assez longtemps, j'ai fait beaucoup de créations. Et puis sinon, une autre partie de mon engagement, on va dire, la diffusion de la musique, c'est les concerts pour enfants. Donc je fais beaucoup de concerts pour enfants avec les Jeunesses musicales de France depuis 4-5 ans à peu près. Et je leur fais découvrir des musiques, voilà, autant Chopin, Fauré que Dutilleux ou Crumb, en leur montrant ce qu'on peut faire à l'intérieur du cordier en musique contemporaine. Voilà. Et donc ça s'adresse à des enfants qui ont à partir de 5 ans. Et c'est fascinant de voir qu'en fait, voilà, c'est des enfants qui souvent n'ont jamais vu un concert de leur vie, qui sont dans des familles pas forcément où voilà, la musique classique est présente. Et en fait, je leur explique que la musique classique est pour tout le monde, enfin qu'il n'y a pas que tout le monde peut être ému, et puis qu'il y a des musiques dans la musique classique, il y a tellement de variétés, d'esthétiques qu'il y a forcément quelque chose qui va les toucher. Et en général, ça marche, ils sont contents, et voilà, et c'est très réjouissant, vraiment. Et c'est formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Aline pour ces beaux échanges de transmission. Et merci. La musique est... Oui, et vivement que ça revienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci.